Bonjour à tous, bienvenue à cette quatrième conférence transition organisée par la SIAVO. Les conférences transition, c'est un cycle qui est destiné aux architectes et aux ingénieurs qui sont désireux de s'ouvrir l'esprit en vue des transitions en cours et à venir dans le contexte actuel de changement, d'urgence écologique et climatique. Ces conférences sont en visioconférence toutes. C'est la quatrième cette année. Elles s'articulent autour des thèmes agir, changer, rêver et comprendre. La conférence de ce soir est sous la bannière de comprendre. J'ai le plaisir d'accueillir Samuel Jacquard, professeur en sciences du climat de l'Université de Lausanne et auteur principal du dernier rapport du GIEC, qui va nous parler en fait du rapport du GIEC, des conséquences et des implications en Suisse. Samuel, je te laisse la parole. Ah, peut-être, désolée, petite précision, comme vous avez pu le constater, la conférence est enregistrée. Vos micros sont coupés sur la durée de la conférence. Vous pouvez sans autre poser vos questions via le fil de discussion. Nous les reporterons aux conférenciers. Et de toute façon, nous avons prévu un moment en fin de conférence pour discuter. Vous aurez aussi l'occasion à ce moment-là de poser vos questions de vive voix. Voilà, bonne conférence. Merci Samuel, je te laisse la parole. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous pouvez m'entendre et voir ma présentation. Tout se passe bien, très bien. Merci beaucoup à la SIAVO pour cette opportunité. Je me réjouis de vous présenter quelques-unes des conclusions salientes du dernier rapport du GIEC, qui est en fait toujours en préparation, hein. Les premières conclusions ont été rendues publiques au mois d'août, mais le rapport complet est toujours en préparation. Et de ce fait, en fait, une partie des figures que je vais vous montrer sont en anglais et en fait sont toujours une version draft. J'en suis navré. La version française est toujours en cours de traduction, mais je vous guiderai pour vous expliquer ces différentes figures et ces différentes données. Donc, voilà, donc je vais aborder 4 sujets principaux. Donc, d'abord, je vais vous expliquer brièvement comment fonctionne le GIEC ou l'IPCC en anglais, comment ces rapports sont façonnés. C'est vraiment des processus qui sont très longs, très complexes. Typiquement, le 6e rapport qu'on vient de terminer ou qu'on termine maintenant a duré 3 à 4 ans justement de la naissance justement à sa finalisation à l'heure actuelle. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et puis je vais vous présenter quelques conclusions qui sont peut-être les plus importantes en ce qui nous concerne, au niveau global, hein, principalement. Et puis après, justement, je vais me focaliser principalement sur la Suisse. Quelles sont les conséquences du changement climatique pour nous au jour le jour? Et puis après, justement, j'ouvrirai peut-être un petit peu plus la discussion. Je présenterai quelques pistes, éléments de réflexion, discussion. Donc, alors, vraiment à titre personnel, mais j'aimerais justement aussi peut-être présenter un petit peu, mettre en perspective le rôle qu'on peut avoir nous en tant que citoyens, mais aussi les acteurs de la construction au sens large, les architectes, etc., dans les mesures éventuellement à envisager pour réduire les impacts du changement climatique. OK, donc, donc comme je vous disais, je suis navré, hein, quelques-unes de mes slides seront en anglais. Donc, le GIEC a été créé en 1988, conjointement par l'Organisation mondiale de météorologie à Genève et puis les Nations Unies. À l'heure actuelle, le GIEC comprend 195 pays. Et en fait, l'OMM, l'Organisation mondiale de météorologie, mandate le GIEC pour créer, façonner ces différents rapports. On en est au 6e. Donc, chaque rapport, il y a un rapport qui apparaît tous les 5, 6, 7 ans.
Donc, un rapport général, celui dont je vais vous exposer les conclusions principales, et des rapports thématiques ou des rapports très précis sur une question bien précise, qui sont des rapports spéciaux qui apparaissent aussi tous les 2, 3, 4 ans à la demande en fait, des différents pays participants. Donc, il y a un bureau général ici, et puis en fait, il y a 4 groupes, 3 groupes de recherche, les groupes 1, 2 et 3. Moi, j'ai participé à l'élaboration du premier volet du rapport, donc les bases ou les fondements scientifiques de la compréhension du changement climatique. Le groupe 2 termine à l'heure actuelle la rédaction du deuxième volet qui a trait aux impacts et à la vulnérabilité et les stratégies d'adaptation. Et puis le groupe 3, plutôt un groupe d'ingénierie, je dirais, qui envisage les différentes pistes à suivre pour mitiger, pour limiter les impacts du changement climatique. Et après, il y a encore une task force, un quatrième groupe qui compile les données des émissions de tous les pays pour avoir une vision globale des émissions de gaz à effet de serre année après année. Donc, comme je disais, l'IPCC a été mandaté pour préparer ce 6e rapport d'évaluation du climat et on a commencé à travailler dessus en 2018. Donc, comment ça fonctionne? Comme je l'ai dit, c'est un processus très long. Donc, le premier rapport, c'est le bureau principal approuve le sommaire, ici l'étape 1. Donc, vraiment un sommaire général des différents chapitres, quels sont les sujets qui doivent être traités. Donc, c'est vraiment les gouvernements eux-mêmes donc l'OMM mandate le GIEC, et après, c'est les gouvernements, les parties prenantes du GIEC qui décident un petit peu de l'agenda. Et puis, donc les gouvernements et les différentes organisations, les ONG, soumettent les spécialistes, donc contactent les spécialistes respectifs dans leur pays. Et puis, après, chaque pays peut soumettre proposer un contingent d'experts avec vraiment une palette d'expertise très variée. Et puis, le bureau, après, choisit les experts en fonction de leurs besoins en termes d'expertise, dans un premier temps, mais aussi de nationalité. Évidemment, il y a un équilibre fin à garder. Et puis, évidemment, il faut être attentif à la diversité, etc. Donc, c'est là que vraiment débute. Donc, il y a vraiment un groupe d'experts et d'auteurs qui sont réunis. Et puis, c'est là que débute, en fait, la rédaction du rapport en lui-même. Donc, il y a les auteurs rédigent un premier projet de texte sous forme de chapitre. Par exemple, dans le premier groupe des bases scientifiques, il y a, je crois, 14 chapitres. Je montrerai tout à l'heure, chaque chapitre est composé d'environ 10 à 15 scientifiques. Donc, c'est vraiment déjà une grosse machine. Même à l'intérieur des groupes, il y a entre 150 et 200 personnes qui participent à la rédaction, d'abord au chapitre, puis après, justement, propose une vue d'ensemble des principales observations. Et il faut le rapport complet du groupe de travail 1 va faire à peu près 1000 à 1200 pages. Donc, pour dire, et puis il y a 3 volets. Et après, justement, de ce rapport complet, il y a un rapport technique qui fait une centaine de pages et un rapport destiné aux décideurs qui fait vraiment une dizaine de pages. Donc, vraiment, les conclusions les plus importantes, les plus marquantes sont résumées sur une dizaine de pages. Donc, les auteurs rédigent un premier texte. Donc, c'est le draft 0, si vous voulez. Il est reviewé ou examiné par des spécialistes dans un premier temps, donc d'autres scientifiques, d'autres experts. Et puis, sur la base de ces commentaires, de ces suggestions, des recommandations d'amélioration, on propose un deuxième texte. Le deuxième texte est de nouveau examiné par des spécialistes et cette fois aussi par des représentants des gouvernements. Et puis, en fait, c'est un processus qui est vraiment entièrement transparent. Il suffit de s'inscrire et même les citoyens peuvent poser des questions, relire les textes, proposer des améliorations. Et donc, les auteurs sont tenus de vraiment répondre à chaque question qui a été posée, de documenter cette réponse. Ce qui permet, ce qui est évidemment assez fastidieux mais, en termes de temps, mais qui permet aussi d'améliorer grandement la rédaction de ces différents chapitres. Et puis justement, après l'étape 8, les auteurs établissent une version définitive qui, après, est présentée de nouveau à un panel d'experts, cette fois qui sont choisis, souvent des anciens auteurs du rapport,
Et puis après, ce résumé final est adopté à l'Assemblée plénière du GIEC, donc avec des représentants des 195 membres. Et puis, ben, le rapport, donc c'est vraiment après le résumé final, c'est vraiment phrase par phrase, mot par mot, qui doivent être acceptés ou validés par l'ensemble des représentants. Donc, le texte final représente un consensus qui a été accepté par toutes les parties. Donc, qui est souvent, en fait, malheureusement, aussi une version un petit peu édulcorée en fonction des agendas de tous les pays qui représentent le GIEC. Alors là, il s'agit de la partie scientifique. Les faits scientifiques étant ce qu'ils sont, ben, ces rapports sont rarement ou sont beaucoup plus difficiles à modifier, hein, parce qu'ils représentent la connaissance scientifique remontée. Mais d'autres rapports, par exemple, où il y a plus de place pour l'interprétation, bon, subissent en fait des modifications encore assez importantes. Donc, c'est vraiment des processus de négociation qui durent des jours entiers, voire des nuits entières, et c'est vraiment phrase par phrase, et chaque pays doit valider ces rapports. Et puis, en fait, le rapport est finalement publié et mis à disposition du public, des décideurs et des médias, comme je vous l'ai dit, pour le rapport qui nous concerne en août de cette année. Donc, chaque chapitre est formé d'une dizaine, une quinzaine de personnes, donc avec un jargon toujours assez particulier. Donc, en général, chaque chapitre comprend 2 auteurs qui coordonnent le travail, une dizaine d'auteurs principaux. Hein, donc, on parle d'auteurs principaux. Par exemple, mon titre, ma dénomination, c'est auteur principal. J'en suis un parmi 200 collègues. Hein. C'est pas moi qui ai écrit le rapport tout seul. C'est vraiment vraiment un effort collaboratif très intense. Et puis, 2 personnes qui examinent les chapitres avant qu'ils soient soumis à l'examen par les experts ou par le public en général. Et puis, aussi, ces personnes-là s'assurent que le processus se déroule selon le protocole. Et après, comme je disais, on peut faire appel à des scientifiques externes qui ont des expertises particulières ou des connaissances particulières pour nous aider à répondre à certaines questions bien spécifiques. Donc, comme je l'ai dit, maintenant quelques chiffres. Donc, notre travail, en fait, implique de passer en revue, de compiler toutes les connaissances à disposition au sujet de la dynamique climatique, comment fonctionne le climat, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur les écosystèmes, par exemple, sur la société. Donc, c'est un travail énorme. Donc, nous, collectivement, à peu près 234 auteurs qui représentent 65 pays avons passé en revue plus de 14 000 publications scientifiques. Donc, c'est vraiment de la publication, des publications scientifiques ont été vérifiées par des experts. Hein, donc, c'est vraiment de la littérature. C'est pas de la littérature grise, donc on ne prend pas des rapports gouvernementaux, des rapports d'ONG, c'est vraiment de la littérature scientifique très solide. Donc, on passe en revue, on compile ces données et en plus après, en tant qu'expert, on fournit une appréciation, c'est pour ça que ça s'appelle Assessment Report, donc une appréciation quant à la solidité ou la robustesse de nos connaissances. Il y a par exemple certains aspects qu'on connaît très bien. Si on a par exemple 50 publications scientifiques qui décrivent un aspect particulier du système climatique, si toutes les études montrent des observations qui vont dans le même sens, bon, notre évaluation, ce sera qu'on a une très bonne compréhension de cet aspect particulier. Par contre, il y a évidemment beaucoup plus d'aspects où il y a des connaissances plus nuancées et où les conclusions, elles seront mises un petit peu plus en perspective en disant, ben voilà, il semble qu'il y a une tendance qui se projette dans cette direction, mais les auteurs scientifiques ou les différentes publications scientifiques ne s'accordent pas exactement sur cette tendance. Donc, il faudra continuer à travailler plus dans cette direction. Après, comme je vous l'ai dit, le processus d'examen, donc il y a plusieurs étapes d'examen, soit par les experts, par les délégués gouvernementaux et puis le grand public. Hein. Il y a passé 80 000 commentaires. Donc, comme je disais, chaque auteur doit prendre les questions qui lui sont posées spécifiquement sur la partie qu'ils ont écrite et puis répondre, justifier leur réponse. Et tout ce processus, ces questions-réponses, en fait, sont documentées, sont transparentes, sont disponibles sur le site de l'EPCC. Puis, en fait, chacun peut retourner et voir comment tel et tel expert a répondu à une question particulière. Donc, pour dire que c'est un processus qui est établi, qui a une procédure très détaillée, mais qui est aussi ouverte et transparente que possible. J'aimerais aussi dire que les auteurs, en fait, sont sélectionnés par les organismes nationaux. Nous, par exemple, en Suisse, on était 5 experts à participer à la rédaction
de ce premier volet du rapport, du 6e rapport. Et puis, ces experts, en fait, sont bénévoles et puis sont, comme je disais avant, triés sur le volet en fonction de leur expertise, de leur nationalité et puis des besoins aussi du bureau qui coordonne la rédaction de ce rapport. Donc, de nouveau, c'est bénévole. Évidemment, on prend ce temps sur notre temps de travail. Donc, il faut que les institutions qu'on représente, typiquement pour moi l'Université de Berne, auparavant et maintenant l'Université de Lausanne, soient d'accord qu'on passe 10 ou 20% de notre temps sur 2, 3, 4 ans à rédiger ce rapport. Donc, on n'est pas rémunéré pour ça, donc il n'y a aucun intérêt financier. Je veux dire, les auteurs n'ont aucun intérêt financier à ce que ce rapport soit publié auprès d'une orientation particulière. Et puis, on essaie que ce soit le plus objectif possible. OK, donc on va commencer à discuter quelques figures, quelques-unes des conclusions peut-être les plus importantes de ce rapport. Donc, la première figure montre ici l'évolution au cours du temps, donc depuis 1850, qu'on prend un petit peu comme période de référence pour la révolution industrielle, hein, entre 1850 et 2018, sauf erreur ici, 2019, pardon. Et vous avez en gris ici l'évolution au cours du temps des émissions de CO2 hein, liées à la combustion des sources d'énergie fossiles, typiquement le charbon et puis le pétrole, d'accord, en gris. Donc, par convention, les valeurs positives représentent un flux de CO2 vers l'atmosphère, d'accord. Donc, c'est vraiment des émissions de CO2 qui vont se terminer, enfin, qui vont être stockées dans l'atmosphère. Et puis, il y en a ici, par contre, dans le bas de la figure, des flux qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'il y a des parties du CO2, en fait, qui est absorbée par les océans verts, par la biosphère terrestre. D'accord. Donc, il faut bien comprendre qu'à peu près 50% de nos émissions de gaz à effet de serre finissent dans l'atmosphère, le reste étant absorbé par la biosphère terrestre et les océans. Donc, ces systèmes fonctionnent comme un tampon et modèrent, en quelque sorte, un petit peu le changement climatique, parce que si l'océan et la biosphère terrestre ne jouaient pas leur rôle, on aurait encore beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc, vous voyez que ces émissions de CO2, ici en gris, elles ont augmenté de manière graduelle et assez faible, si on peut dire, entre les années 1850 et 1950. Et les émissions ont commencé à augmenter de manière assez dramatique après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'industrialisation et le développement de l'outil de production industrielle. Donc, environ 1% par an, donc une augmentation des émissions de 1% par an. Et puis, ces émissions ont encore augmenté au début des années 90 avec le développement financier, je dirais, et économique de la Chine et des pays asiatiques. Et au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 3,5% d'augmentation par année. Ce que j'aimerais aussi signaler, c'est que, vous voyez, ces courbes, elles sont un peu compliquées, puis elles ont beaucoup de variabilité, hein, mais donc bien que la capacité des océans et de la biosphère terrestre d'absorber du CO2 augmente avec le temps. Elle n'augmente pas aussi rapidement que les émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2. Et puis, donc, du coup, une plus grande proportion de CO2 va se terminer dans l'atmosphère, va être stockée dans l'atmosphère. Donc, même si ces deux composants absorbent du CO2, ils ne l'absorbent pas aussi rapidement qu'ils le devraient pour maintenir, pour tamponner ou limiter un maximum l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Donc, non seulement on a les émissions de CO2 qui augmentent de manière absolue, mais la proportion de CO2 qui va être stockée dans l'atmosphère en longue durée, elle augmente aussi un petit peu. D'accord? En fait, on a un double effet, si vous voulez, délétère ou négatif. En fait, pourquoi est-ce que les émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2, jouent un rôle sur le climat? Et pourquoi ce gaz à effet de serre contribue au réchauffement de la planète? Donc, je vais juste faire un petit résumé pour qu'on soit tous à la même page. Donc, vous voyez ici très schématiquement le rayonnement solaire. Donc, c'est la chaleur qui est émise par le soleil qui, en fait, une grande partie de cette chaleur peut entrer dans l'atmosphère. Donc, l'atmosphère est relativement transparente de ce rayonnement solaire. Et ce rayonnement solaire chauffe à la surface de la Terre. Et lorsque la surface de la Terre se réchauffe, elle émet de la chaleur ou un rayonnement infrarouge. Par contre, ce rayonnement infrarouge, il est maintenu
proche de la Terre, il est empêché d'être réémis vers l'espace, si vous voulez, par une couche de gaz qui contient de la vapeur d'eau, qui contient de l'oxygène, qui contient du CO2, qui contient du méthane. Et puis particulièrement, le CO2 et le méthane permettent de garder cette chaleur ou de limiter la déperdition de chaleur de la Terre. Moi, j'explique souvent aux enfants, si vous voulez, quelque part, cette atmosphère, cet gaz à effet de serre, il sert de jaquette à la Terre et de garder un petit peu une partie de la chaleur qui est réémise par la Terre et maintenir une température qui est une température moyenne qui est agréable. Et en fait, on pense toujours que l'effet de serre a un effet délétère, mais il faut aussi se souvenir que l'effet de serre, en fait, il a permis à la vie de se développer sur Terre. Sans la contribution donc cet effet de jaquette, si on peut dire, au doudoune autour de la Terre, la température moyenne serait négative, hein, donc typiquement de moins 18 à moins 20 degrés, ce qui fait que toute l'eau serait sous forme de glace et la vie n'aurait jamais pu se développer sur Terre. Donc, quelque part, l'effet de serre, il est vital pour nous, pour le développement de la vie sur Terre. Il permet de maintenir une température moyenne d'environ 15 degrés. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est très important, vital même. Le problème, c'est que cet effet de serre se renforce de plus en plus. Il y a de plus en plus de CO2 et de méthane dans l'atmosphère. Donc, cette petite jaquette qu'on avait pour se garder au chaud, elle se transforme en grosse doudoune et puis maintient vraiment la chaleur de plus en plus auprès de la Terre et puis contribue à un réchauffement très rapide de la Terre avec un risque de déséquilibre. Hein. Donc, les concentrations de CO2, elles ont changé évidemment au cours du temps, elles ont varié, mais jamais aussi rapidement. En tout cas, de la connaissance scientifique à l'heure actuelle, l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère, aussi loin qu'on puisse regarder dans l'histoire géologique de la Terre, jamais l'augmentation n'a été aussi rapide. Il y a eu auparavant, au temps des dinosaures, ou même avant, des pressions partielles de CO2 qui étaient plus élevées qu'à l'heure actuelle. Par contre, leurs fluctuations, que ce soit des augmentations ou des diminutions, sont faites à des cinétiques ou à vraiment une dynamique beaucoup plus lente. Ce qui a permis, en fait, après, aux différentes espèces végétales et animales, y compris l'homme, de s'adapter. Hein. Et en fait, c'est ce problème maintenant, c'est le manque d'adaptation ou de possibilités d'adaptation parce que le réchauffement climatique est trop rapide. Voilà, donc quelles sont les conséquences de cette augmentation de l'effet de serre sur la Terre? Eh bien, la Terre se réchauffe, comme vous pouvez le voir ici. Donc, vous avez l'évolution des températures depuis 1900, donc l'année 1900, enfin l'intervalle 1900 à 1950 est pris ici comme référence, et vous voyez ici que partout sur Terre, et ça c'est déjà une observation qui est très importante, c'est que l'entier du globe se réchauffe. Toutes les zones que vous pouvez voir sur la représentation de ce globe sont rouges, ce qui signifie qu'elles se sont réchauffées au cours de ces 50-60 dernières années. Donc ça, c'est une observation importante parce que l'effet de serre, enfin le changement climatique qui est attribué à l'augmentation de cet effet de serre, il a un rôle de globalisateur et justement rend ce réchauffement climatique, l'expression du changement climatique global. On sait qu'il y a eu des fluctuations climatiques par le passé, on parle du petit âge glaciaire, etc. Mais ces réchauffements ou ces refroidissements ont été régionaux, localisés. Hein. Certaines parties de la Terre se sont refroidies alors que d'autres se sont réchauffées. Donc, la température moyenne n'augmentait pas. Alors que maintenant, c'est vraiment la température globale qui augmente en conséquence de l'augmentation de cet effet de serre. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est mis en lien avec le lien ici. Donc, vous voyez, la Terre s'est réchauffée d'à peu près 1 degré, 1,1 degré ces derniers 50-60 ans, de nouveau relativement à cette période de référence entre 1900 et 1950. Donc, vous voyez qu'une grande partie de la Terre, ici, je ne sais pas si vous le voyez, c'est la ligne Trétier, ici à peu près 1 degré. Toutes les zones de basse latitude, les tropiques, se sont réchauffées d'environ 1 degré, voire un petit peu moins, mais un réchauffement beaucoup plus important dans les zones de haute latitude, dans les pôles. Pardon. Donc, je vais en arrière. Donc, les pôles, zones polaires, notamment l'Arctique, hein, comme vous le voyez ici, les températures beaucoup plus foncées se réchauffent beaucoup plus rapidement que le reste de la planète. C'est moins clair pour l'Antarctique, parce qu'on a simplement peu de données. Hein, il y a très peu de stations météo, des stations de mesure dans l'hémisphère sud, a fortiori en Antarctique. Donc, la situation est un peu moins claire en Antarctique. Et la situation est la même dans les zones de haute altitude.
par exemple dans les Alpes, dans l'Himalaya, le réchauffement climatique a tendance à être plus fort, à s'accélérer dans ces zones de haute altitude, comparativement aux tropiques ou au reste du globe. On en discutera tout à l'heure. Donc, on peut bien se souvenir, le changement climatique est une expression globale. Toutes les régions du monde se réchauffent à l'heure actuelle, certes à des taux différents, mais elles se réchauffent. OK, donc voilà les premières figures, une des secondes figures du rapport. Elle montre l'évolution des températures entre l'an zéro, donc cette fois sur une perspective de temps plus longue, hein, sur les derniers 2000 ans, avec justement ici un zéro qui est de nouveau déterminé entre la période ici entre 1900 et 1950. Donc vous voyez que certes, les températures étaient un petit peu plus élevées qu'au début du siècle pendant une bonne partie des derniers 2000 ans. Hein, donc c'est des températures qui sont reconstruites, qu'on n'a évidemment pas pu mesurer directement, mais qui sont reconstruites sur la base de différentes archives climatiques, hein, d'archives géologiques, des carottes de glace, par exemple, des carottes de sédiments, des cernes des arbres. Et vous voyez que dans cette perspective, au cours de ces derniers 2000 ans, eh bien, le changement climatique, le réchauffement climatique de ces derniers 50 ans, je dirais, ou 100 ans, est clairement sans précédent. Hein, donc on peut très bien voir que ici, le réchauffement de la Terre ces derniers 50 ans, on n'a pas de précédent, en tout cas au cours de ces deux derniers milliers d'années. D'accord? Donc, les conclusions principales, c'est que la température moyenne globale a augmenté d'1,1 degré entre 2011 et 2020 par rapport à la période de 1850 à 1900. Donc, les températures actuelles n'ont pas été rencontrées, en tout cas sur la base de ce graphique, sur les derniers 2000 ans, mais probablement aussi pour monter jusqu'à 100 000 ans à peu près. Hein. Donc, les températures actuelles n'ont pas été rencontrées sur Terre depuis en tout cas 100 000 ans. Maintenant, si on parle des concentrations atmosphériques de CO2, les concentrations atmosphériques de CO2 sont probablement plus élevées que ce qu'elles étaient au cours de ces derniers 2 millions d'années. Donc, on peut même aller plus loin. On a des mesures historiques ou géologiques de concentration atmosphérique de CO2 et on pense qu'elles sont aujourd'hui plus élevées que durant ces 2 derniers millions d'années. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, l'humanité s'est développée au cours de ces deux derniers millions d'années, peut-être 2,5. Et ça veut dire que l'homme, avec un H majuscule, hein, n'a probablement jamais vécu des concentrations de CO2 aussi élevées qu'aujourd'hui. Hein, donc, c'est quand même assez remarquable pour être souligné. Et puis, le dernier point ici, c'est qu'une grande partie de ce réchauffement est irréversible. Évidemment, pour un géologue qui a l'habitude de penser sur l'échelle de temps de plusieurs milliers, voire de millions d'années, évidemment, tout peut être réversible, hein, mais sur l'échelle humaine de plusieurs générations, les générations futures devront vivre avec ce réchauffement climatique, même si on devait demain arrêter d'émettre du CO2. Le temps de résidence du CO2 dans l'atmosphère est suffisamment long pour que les effets ou les conséquences du réchauffement climatique actuel se fassent sentir sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Alors, une autre mise en perspective, vous avez l'augmentation de la température, cette fois-ci, ces derniers 150 ans, donc de nouveau depuis la révolution industrielle, ici en rouge. Donc, vous voyez de nouveau un réchauffement qui commence à être vraiment important au début des années 50, hein, puis qui s'accélère vers les années 90, comme on l'a vu, avec l'augmentation toujours plus dramatique des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on voit que, évidemment, la concentration de CO2 dans l'atmosphère varie de manière naturelle aussi avec les changements, les changements de la température moyenne globale varie avec des paramètres naturels, hein, comme le rayonnement solaire, le changement d'activité volcanique. Mais on voit très clairement que depuis les années 50, il y a une divergence très claire entre le changement climatique qui est causé, donc strictement ici par des facteurs naturels, ici c'est la courbe en vert, et puis par l'influence humaine anthropique sur le climat. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'exercices qui ont été faits, et c'était d'ailleurs l'objet du prix Nobel de physique ou de chimie, je ne me souviens plus de cette année, donc, qui ont récompensé des scientifiques du climat
américains et allemands. Et en fait, ces scientifiques-là, dans les années 70, ont été les premiers à montrer que le réchauffement qu'on pouvait mesurer était en grande partie, à plus de 90%, lié aux activités humaines et aux émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion d'énergie fossile. Donc, c'est effectivement ce qu'on commence à voir ici. Dans les années 50-70, on a vraiment cette divergence entre la courbe rouge, donc l'augmentation de température ici d'environ 1,1 à 1,3 degrés, et puis que les paramètres naturels qui influencent le climat sont restés relativement stables. Donc, il y a vraiment une divergence, ce qui a permis, en fait, déjà lors des premiers ou du deuxième rapport du GIEC, à attribuer le réchauffement climatique à l'influence humaine. Donc, l'influence humaine réchauffe aussi bien l'atmosphère, les océans et les continents, et c'est très clair. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de discussions sur cet aspect-là. Et puis, une grande partie du réchauffement climatique, comme je disais, plus de 90% est vraiment directement lié au changement, aux émissions de GES, un gaz à effet de serre, qui sont d'origine humaine. Donc, c'est maintenant une autre illustration peut-être de ce même propos. On a, donc, on parle d'augmentation de température entre 2010 et 2019 par rapport à l'intervalle 1850-1900. Donc, on a les températures qui ont augmenté ici en gris d'à peu près 1,1 degré, avec une petite barre d'incertitude de 0,2 degré ici. Et il est très clair que une grande partie de ce réchauffement est liée aux activités anthropiques, donc notamment aux gaz à effet de serre. Donc ici en rouge, donc ça c'est l'influence de l'homme sur le climat. Et puis vous voyez ici tout à droite, vous ne voyez peut-être pas, c'est peut-être le propos ici, que les sources naturelles ou les paramètres naturels qui participent au changement climatique ont un effet quasi nul. Donc vous voyez ici cette petite barre inexistante représente l'influence qu'ont ces paramètres naturels, donc changement d'incidence du rayonnement solaire et puis des activités volcaniques sur le climat. Donc, il y a quand même une contribution négative. Il y a un petit refroidissement qui est également lié aux activités de l'homme. La concentration des aérosols, donc les particules très fines dans l'atmosphère, augmente aussi. Typiquement, il y a des raisons, des sources naturelles, mais aussi liées à la combustion des énergies fossiles. Puis ces aérosols contribuent à augmenter la couverture nuageuse dans l'atmosphère, et ces nuages, lorsqu'ils sont présents, réfléchissent une partie du rayonnement solaire. Donc, ces paramètres-là, ces mécanismes-là ont aussi une influence sur le climat qui ont tendance à refroidir le climat. Mais donc, ils s'additionnent à cette barre rouge-là qui représente l'influence climatique ou du réchauffement des émissions de gaz à effet de serre. De nouveau, pour montrer qu'il est très clair, depuis en tout cas 30 à 40 ans, que l'homme a une influence certaine sur le réchauffement climatique au niveau global. Et que ce réchauffement est clairement pas dû à des paramètres, mécanismes naturels. Donc, on a parlé de la température qui nous intéresse vraiment, mais le changement climatique a aussi des conséquences très particulières ou un impact très particulier, très fort sur les précipitations. Donc, ces trois différentes figures. Donc, la figure vous montre l'état actuel des changements de précipitations liés de nouveau à la période 1850-1900, d'accord? Avec en vert les régions du monde où les précipitations augmentent et en brun ou beige les régions dans lesquelles les précipitations diminuent, où la météo, le temps, le climat devient plus sec. D'accord. Et puis vous avez ici donc les simulations cette fois à l'aide de modèles climatiques, donc informatiques, pour un réchauffement de 2 degrés, auquel on tend de manière assez inéluctable, et puis ici à 4 degrés. Donc vous voyez qu'en général, la conclusion qu'il faut tirer, c'est que les zones qui sont déjà pluvieuses, les régions pluvieuses qui reçoivent de la pluie vont recevoir plus de pluie dans le futur, donc des précipitations plus fréquentes et plus intenses. Et à contrario, les régions qui sont sèches, comme ici les subtropiques, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique du Sud, en Australie, vont devenir plus sèches. Donc, c'est vraiment un régime climatique qui exacerbe le taux de précipitation avec les régions humides qui vont recevoir plus de précipitations, avec évidemment les problèmes que ça suppose, et puis les régions sèches,
comme les déserts qui vont devenir de plus en plus secs. Maintenant, donc je vous présente une figure qui est assez complexe, mais en fait, ce qui m'a toujours marqué et frappé, c'est qu'il y a une relation directe entre le réchauffement climatique, d'accord, ici en degrés, et puis les émissions cumulées, c'est-à-dire toutes les émissions de CO2 depuis l'avènement de la révolution industrielle. Donc, tout le CO2 qu'on a émis en lien avec nos activités, en fait, contribue de manière linéaire au changement climatique. Donc, on voit ici, donc ça, c'est des mesures en gris, puis les projections en couleur en fonction des différents scénarios socio-économiques. Donc, on connaît très bien, on peut très bien déterminer la quantité de CO2 qui nous reste à émettre, si vous voulez. Donc, je veux juste dire aussi que le rapport du GIEC n'est pas prescriptif, donc il ne dit pas il faut absolument qu'on limite le réchauffement à 2 degrés. Par contre, ce que le rapport dit, c'est si vous voulez limiter le réchauffement à 2 degrés, par exemple ici, vous pouvez encore émettre 1000 gigatonnes de CO2 de plus qu'au jour d'aujourd'hui. Donc cette figure est beaucoup utilisée dans le monde politique parce qu'en fait, il nous permet de faire des projections, de se dire, bon, OK, est-ce que d'un point de vue sociétal, si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, donc, qui serait dans l'idéal la valeur à atteindre, et ben, en fait, il ne nous reste pas beaucoup, si vous voyez ici, il ne nous reste pas beaucoup de CO2 qu'on peut encore émettre. Et donc, on peut calculer le CO2 qu'on peut encore émettre. Donc, depuis la révolution industrielle en 1850, les activités humaines ou les émissions de CO2 d'origine anthropique se montent à 2390 gigatonnes de CO2, c'est égal, on n'est pas obligé de se souvenir vraiment des unités, mais souvenez-vous de ce chiffre, 2390, avec une incertitude d'à peu près 10%. Et puis, il y a un calcul de probabilité qui dit que si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré, et puis s'il y a une grande probabilité qu'on puisse le faire, on peut encore émettre 300 gigatonnes de CO2. Donc, c'est à peu près 10% de tout ce qui a été émis jusqu'à l'heure actuelle. Ce n'est pas beaucoup, d'accord? Je vous rappelle que ces émissions-là, elles couvrent à peu près 150 ans. Donc, en 150 ans, on a émis 2390 gigatonnes de CO2 et que si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il ne nous reste plus que 10% de ce volume à émettre. Le réchauffement climatique doit être limité à 2 degrés. Donc, c'est vraiment un peu la limite supérieure qu'il faudrait ne pas dépasser. Et bien, il reste à peu près un tiers des émissions qu'on a émis justement dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle. Ce qui est aussi important de réaliser, c'est que la moitié de cette valeur ici, donc la moitié des émissions historiques de CO2 ont été depuis les années 1990. Donc, ces derniers 30 ans, on a émis la moitié du CO2 qu'on a émis historiquement en 150 ans. Donc, il y a vraiment une accélération des émissions de CO2 et de la quantité de CO2 qui se retrouve dans l'atmosphère ces derniers 20-30 ans. Voilà, qu'en est-il en Suisse? Donc, ça, c'était un petit peu la perspective globale et puis les conclusions du dernier rapport du GIEC. Puis maintenant, plus spécifiquement, on va discuter des conséquences, de la réalité du changement climatique en Suisse et de ses conséquences. Donc, vous voyez ici les températures annuelles depuis qu'elles sont mesurées en Suisse, depuis la fin du 19e siècle, par rapport à la moyenne, par rapport à 1950 ici. Et vous voyez que depuis 1950, à peu près 2 tiers ou 3 quarts des années, notamment depuis les années 1980, toutes les années étaient bien plus chaudes que cette moyenne. Donc, vous voyez ici la moyenne entre 1981 et 2010 ici était systématiquement était plus élevée que la moyenne en 1950, mais aussi que toutes les années qui ont précédé, notamment celle du début du siècle passé. Donc, il y a eu des périodes, une dizaine d'années, notamment dans les années 50, où il a fait relativement chaud, mais ce réchauffement, c'est d'origine anthropique, mais aussi naturelle, c'est inversé avec des années plus froides. Mais vous voyez que depuis les années 80-90, on a systématiquement des années qui sont plus chaudes que la moyenne de 1950, avec les dernières années étant particulièrement chaudes, que ce soit aussi bien en été qu'en hiver.
Maintenant, quels sont les changements qui sont observés? Donc, il y a beaucoup de conséquences, beaucoup de changements. J'en noterai deux ou trois. On a une augmentation des précipitations. D'accord? Elles sont plus intenses et plus fréquentes, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau global, pour les zones qui sont humides. Hein. Donc, il y a de plus en plus de précipitations qui tombent sur la Suisse. On verra qu'il y a un grand contraste saisonnier, mais en moyenne annuelle, il y a beaucoup plus de précipitations, notamment en hiver. D'accord? Donc, les hivers sont plus chauds et plus pluvieux depuis 1864, hein, date des premiers relevés. On a une augmentation de l'isotherme du 0 degré de plus de 300 à 400 mètres. Hein, donc, en altitude, on a beaucoup moins de jours de gel, ce qui réjouira peut-être certains agriculteurs. Et puis, on a une augmentation très, très importante des vagues de chaleur, comme celles qu'on a connues ces dernières années, notamment en 2003. Et puis, une fonte très importante des glaciers dans nos montagnes. Donc, il y a beaucoup de conséquences. Ça, c'est juste quelques conséquences ou quelques changements qui sont observables, même à l'échelle d'une vie humaine. Hein. Donc, ce n'est pas des changements qui mettent des décennies, voire des centaines d'années à se produire. C'est vraiment des changements qu'on peut observer, ressentir dans le cours d'une vie humaine. Donc, ici, les observations, donc, au niveau de la température, en fonction des nombres de jours d'été, les jours d'été étant définis comme les jours où la température moyenne dépasse les 25 degrés, d'accord, ici en rouge, donc ça, c'est les observations à l'heure actuelle. Donc, vous voyez que ces journées, peut-être, sont observées entre 40 et 50 jours par année. Et puis, à l'horizon 2070 et 2099, vous voyez une augmentation très importante, notamment sur le plateau, elle se jugera du nombre de ces journées d'été. Donc, il va faire beaucoup plus chaud, notamment en été. Hein, donc, les températures vont augmenter de manière relativement plus importante en été qu'en hiver. Et en corollaire, durant l'hiver, vous voyez une diminution, ici avec des couleurs vertes plus intenses, aussi sur le plateau, dans la vallée du Rhône, ici, une diminution des jours de gel. D'accord? Donc, ce n'est pas nécessairement une surprise, mais on voit qu'il y a vraiment une évolution très importante des températures et des conséquences de ces températures en Suisse aussi. Un des corollaires de ces changements climatiques qui est observable, vous voyez ici l'évolution entre 1961 et 2019 du nombre de jours de chauffage à Locarno, Genève et puis à Zurich, et des jours de climatisation dans le tableau du bas. Et vous voyez que le nombre de jours de chauffage diminue graduellement. Donc, il y a des variations évidemment annuelles en fonction des températures estivales, mais vous voyez qu'en règle générale, le nombre de jours chauffés diminue, ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans le cas de la consommation d'énergie, mais dans l'autre sens, on a une diminution même plus rapide, je dirais, la pente est un petit peu plus rapide des jours où il est nécessaire de climatiser les bureaux notamment. Donc, il y a vraiment des conséquences directes, immédiates du réchauffement climatique sur la consommation d'énergie ou sur les habitudes quotidiennes des Suisses. De nouveau, pour les précipitations, donc elle vous montre les changements de précipitations ici en décembre, janvier, février, et puis juin, juillet, août. Donc, en bleu, une évolution positive, donc une augmentation des précipitations, aussi bien en fréquence qu'en intensité, et en rouge, une diminution, donc ici en 2020, à l'horizon 2050, donc en comparaison avec l'intervalle 1970-1999, ici en 2070. Donc, comme je vous le disais, les couleurs bleues indiquent que les précipitations vont augmenter en hiver, comparativement à aujourd'hui ou à ces décennies passées. Donc, il fera plus chaud, il y aura plus de précipitations en hiver et moins de précipitations en été. Donc, de nouveau, comme au niveau global, on aura une exacerbation un peu des extrêmes climatiques avec des saisons qui deviennent de plus en plus humides et puis d'autres en été qui vont devenir de plus en plus sèches. Il y a aussi des répercussions, évidemment, pour la production d'énergie en Suisse. Donc maintenant, donc ça c'est pour les conséquences. Maintenant, on va un petit peu regarder pour la Suisse, quels sont les différents postes ou quelles sont les différentes activités qui génèrent du CO2. Donc ça, c'est vraiment maintenant typiquement pour l'exemple suisse, d'accord?
Donc, la Suisse émet 47, enfin la population suisse, je dirais, émet 47 millions de tonnes d'équivalent CO2 par année. C'est à peu près 0,1% des émissions mondiales. Donc, évidemment, la Suisse reste un petit pays. Et puis, a un impact relativement faible au niveau du pays, hein, je dis, intégré sur les émissions mondiales. Par contre, une fois que ces émissions sont moyennées ou pondérées à la population, le Suisse, le citoyen suisse, la citoyenne suisse émet énormément de CO2 en comparaison internationale. Donc, vous pouvez le voir ici, les trois gros postes, si je peux dire, ou les trois grands types d'activités, enfin les principaux qui émettent de CO2 en Suisse, c'est l'agriculture, à peu près 13%, les transports, d'accord, et c'est 40%, notamment la voiture individuelle, qui est responsable de un quart des émissions de CO2 en Suisse. Et puis, l'industrie, hein, pour les biens de consommation, et les ménages, à peu près 20%. Donc, grosso modo, on peut dire que la voiture individuelle et les ménages contribuent à peu près à 40% des émissions de CO2 en Suisse. Le chauffage, évidemment, à l'aide de l'énergie fossile, que ce soit du mazout ou du gaz. Et puis, justement, l'agriculture, c'est à peu près 10% qui est lié à nos habitudes de consommation. Donc, comme je disais, les émissions directes, donc, qui sont liées à nos transports, à la manière dont on chauffe nos appartements, en comparaison internationale, sont relativement faibles hein, par citoyens et citoyennes. Mais ce qui est très particulier à la Suisse, c'est que comme on importe énormément de biens, de nourriture, de ressources en général, en fait, la particularité suisse, c'est que les Suisses, en fait, produisent énormément d'émissions de CO2 à l'étranger. Donc, ce qu'on appelle des émissions indirectes. Donc, les émissions qui sont nécessaires à fabriquer les habits qu'on porte, le blé qu'on importe du Canada pour faire le pain, etc. Donc, comme la Suisse produit peu de ressources naturelles, hein, elle n'a pas de gaz, elle n'a pas de minerais, mais elle importe beaucoup. Donc, si vous voulez, en comparaison internationale, les émissions directes sont très faibles. Donc, la Suisse se classe, je crois, au 100e niveau mondial. Par contre, si on prend en considération ces émissions indirectes, la Suisse remonte au 15e rang. Donc, si vous voulez, quelque part, le Suisse ou la Suisse est 15e, au 15e rang des citoyens les plus polluants, si on prend en compte ces émissions directes et indirectes. Donc, comme je le disais avant, en millions de tonnes d'équivalent de CO2, maintenant un petit peu pour discuter des leviers hein, qu'on a pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre, en Suisse en particulier, les leviers, ils sont relativement aisés à identifier. Il s'agit des transports, ici avec les émissions directes en gris, donc vous voyez, et puis le logement, notamment le chauffage dans les logements. Hein, et puis, un autre poste important, l'alimentation. Mais cette alimentation, il y a une grande partie des émissions qui sont produites à l'étranger. Maintenant, ici, vous avez l'évolution des émissions totales de CO2 au cours du temps en Suisse entre 1990 et 2020. 1990 est dans le cadre de l'accord de Paris, donc de l'accord que les différents pays ont signé pour réduire leurs émissions de CO2. Donc, c'est souvent la période de référence. Hein. La Suisse a diminué d'environ 14% ses émissions en 2019 par rapport à l'horizon 1990. Hein, s'était engagé à diminuer 30%. Donc, même si on a réussi collectivement à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas suffisant par rapport aux engagements qui ont été pris par la Suisse, que ce soit au protocole de Kyoto ou l'accord de Paris il y a quelques années. Et puis, ici, feu la loi sur le CO2. La loi sur le CO2 prévoyait, en tout cas, la mise en place de cette loi aurait permis d'économiser encore 2 ou 3%. Hein. Mais comme cette loi a été refusée en votation populaire, il faudra trouver d'autres leviers, d'autres incitations pour diminuer encore plus ces émissions en CO2. La Suisse fait des efforts, mais ne fait pas suffisamment d'efforts en comparaison internationale. Donc, il faudra vraiment trouver des leviers pour diminuer un maximum ces émissions de gaz à effet de serre sur le territoire suisse. Maintenant, si on regarde un petit peu aussi l'évolution des différents postes, hein, entre 1990, la période de référence, et 2019, en fait, il y a une augmentation des émissions. Donc, l'indice ici 100, c'est l'indice de référence en 1990. Donc, toutes les valeurs qui excèdent 100 illustrent une augmentation hein, des émissions par rapport à 1990. Donc, vous voyez que les transports sont restés relativement stables avec une augmentation
dernièrement notamment avec l'avènement des gros véhicules utilitaires, et puis une augmentation très importante de l'économie, donc les services, hein, puis l'industrie, mais fait réjouissant, les émissions qui sont liées aux ménages, et notamment au chauffage, ont baissé de manière assez importante, 30%, lié avec l'élimination des chauffages à mazout et à gaz, et puis surtout à l'augmentation de l'efficience thermique des bâtiments. Donc, il y a quand même quelque part des bonnes nouvelles et des leviers sur lesquels on peut avoir sur lesquels la société peut avoir un impact, une influence relativement rapidement. Vous voyez qu'ici, il y a vraiment les premières mesures incitatives. Vous pouvez, par exemple, augmenter l'isolation des bâtiments a des conséquences et des impacts assez rapides sur les émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Maintenant, pour le canton, hein, il y a même, je vous présentais certaines des études de l'OFS, donc l'Office fédéral de la statistique ainsi que Météo Suisse. Il y a même ici des prédictions climatiques, hein, qui sont faites au niveau du canton de Vaud. Donc, vous voyez qu'à l'horizon 2060, les températures vont augmenter aussi bien en hiver qu'en été, hein, d'environ 3-4 degrés. D'accord? Et puis, le canton de Vaud va être touché par un changement de la saisonnalité ou une exacerbation de la saisonnalité des précipitations ici, comme au niveau global, comme au niveau de la Suisse, avec des précipitations ici en rouge à l'horizon 2060 qui sont plus élevées en hiver et puis qui seront plus pauvres, plus amoindris en été. D'accord? Donc, comme je disais tout à l'heure, le réchauffement global est d'environ 1,1 degré à l'heure actuelle, mais en Suisse, et pour le canton de Vaud, c'est plutôt 2,5 degrés. Hein. Donc, le réchauffement climatique est 2 fois plus important en Suisse qu'il l'est au niveau global. Donc, le canton de Vaud, comme différents cantons, même certaines villes, ont récemment adopté une stratégie pour la protection du climat. Donc, je vais passer vite. Peut-être vous connaissez ce document d'ailleurs mieux que moi, hein, mais juste pour voir quels sont les leviers sur lesquels nos autorités politiques se basent pour diminuer l'impact du réchauffement, enfin l'impact des émissions de gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique. Hein. Donc, il faut réduire évidemment les émissions de CO2, adapter et puis préparer les systèmes humains et naturels aux effets du changement climatique et surtout réduire la vulnérabilité, puis analyser l'impact du changement climatique sur le territoire, ce que font notamment beaucoup de scientifiques. Donc, dans le canton de Vaud, et puis maintenant, comme ça, pour un peu ouvrir la perspective et la discussion de ce qui pourrait être fait, notamment dans le domaine de la construction au sens large, dans le canton de Vaud, 80% des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux combustibles fossiles, hein, donc 40% au carburant, donc qui servent au chauffage des maisons et des bâtiments en général, et 38% qui sont liés à l'utilisation des véhicules à moteur thermique, hein, les voitures individuelles, mais aussi les camions. Et puis, les spécificités du canton font que ce sont les 2 plus gros postes et que l'agriculture joue un rôle mineur par rapport à d'autres cantons. Donc, le Conseil d'État a identifié vraiment 2 leviers importants. Donc, la mobilité d'un côté et l'énergie de l'autre. Donc, la mobilité, c'est vraiment de diminuer de manière assez drastique la prévalence des véhicules à moteur thermique et passer à une électrification de la mobilité individuelle, de favoriser un maximum la mobilité douce et les transports publics, hein, et puis rendre plus efficient le transport des marchandises. Et pour l'énergie, évidemment, c'est des mesures qui prennent du temps, des mesures qui sont coûteuses, mais qui sont connues depuis très longtemps. Hein. Donc, réduire fortement la consommation énergétique des bâtiments, et puis augmenter largement la production locale d'énergie renouvelable, surtout le solaire. Hein. Il y a relativement peu d'opportunités dans le canton de Vaud pour l'énergie éolienne, par exemple, et puis pour l'énergie hydroélectrique. Donc, les potentiels là, il reste un petit peu de potentiel pour l'éolien sur les crêtes du Jura, avec les difficultés qu'on connaît. Le potentiel hydroélectrique, il est relativement faible en comparaison avec d'autres cantons. Voilà. Donc, les experts identifient différentes pistes hein, qui fait appel aussi bien à la responsabilité individuelle ou des mesures politiques. Les experts, en tout cas les politiciens, souvent se battent à savoir si
il faut que les individus changent de comportement, mais s'il faut vraiment des mesures incitatives de taxation du point de vue des politiques. Alors après, c'est un avis qui n'engage que moi, mais il faut évidemment faire les deux. Hein, d'accord? Donc, il faut changer le comportement de consommation au niveau de la responsabilité individuelle des citoyens et des citoyennes, mais en même temps, il faut qu'il y ait des mesures politiques, des contraintes, des taxes. C'est évidemment un mot que les politiciens n'aiment pas utiliser, hein, qui a une connotation très négative en politique, ou d'incitation, qui est évidemment la même chose quelque part. C'est des subventions, mais cet argent, il faut bien le prendre quelque part, qui est évidemment une connotation plus positive. Et puis, d'un côté de l'offre énergétique, il faut changer les modes de production, comme on l'a vu, passer le plus rapidement possible aux productions d'énergie renouvelables. La Suisse a énormément de retard dans l'implémentation des sources d'énergie, de production d'énergie renouvelable. Les incitations sont peu intéressantes, et c'est très bureaucratique. D'accord. Et donc, il faut prendre des mesures politiques qui passent par les normes techniques, hein, que vous connaissez beaucoup mieux que moi, certaines interdictions et puis des investissements publics massifs. Alors, quelles sont maintenant quelques pistes de réflexion? Alors, je me rends bien compte que je m'aventure en terrain miné ici parce que, en tant qu'architecte ou ingénieur, vous êtes probablement beaucoup plus au fait des mesures qu'on peut prendre. Moi, je vois trois pistes principales, peut-être au niveau helvétique, hein, au niveau d'urbanisme, déjà, évidemment, densifier les centres-villes, mais aussi, par densification, il faut évidemment rendre ces centres-villes aussi beaucoup plus agréables pour que les gens retournent y vivre ou viennent y vivre. J'ai récemment participé à une présentation scientifique sur le développement de ces super blocs, super manzanas en espagnol. Ça a été fait à Barcelone, où il y a vraiment des blocs entiers de villes sur l'échelle de 200, 300, 400 mètres, sur 400 mètres, où la voiture enfin, on enlève, les voitures ne peuvent plus circuler au sein de ces blocs, ce qui permet en fait de rendre une partie de l'espace qui était dévolu aux voitures, que ce soit les routes, les rues ou surtout les places de parcs aux citoyens, en développement des parcs, etc., pour rendre ces centres-villes, qu'on ait envie d'y vivre, hein, pas uniquement faire des grandes tours pour essayer de faire s'entasser un maximum d'habitants, mais que cette densification soit accompagnée par des mesures incitatives qui rendent la vie meilleure dans les centres-villes. Évidemment, une des pistes relève du recyclage des matériaux de construction, notamment du béton, vous en avez probablement parlé. Je ne suis pas un expert non plus. Et surtout, on fait une piste qui est une piste de réflexion qui est intéressante, et puis je vais terminer sur ce point. Ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a justement ces stratégies de réduction d'émissions de gaz à effet de serre au niveau national. La Suisse veut diminuer de 50% ses émissions à l'horizon 2030 et complètement veut devenir justement des émissions nettes nulles à 2050. Mais ce qu'il faut penser, c'est que pour les infrastructures, que ce soit dans la construction ou des infrastructures routières, qui ont une durée de vie de 20, 30, 40, 50 ans, et ces infrastructures, il faut les construire maintenant. Hein? Si on veut diminuer de moitié nos émissions à l'horizon 2030, il ne faudra pas commencer en 2030. Hein, d'accord, les bâtiments qu'on va construire, qui aient une efficience énergétique maximale, il faut les construire aujourd'hui. Et de mon point de vue, et de nouveau peut-être naïf, hein, mais j'ai l'impression qu'on a le know-how, on a les technologies pour construire des bâtiments dont l'efficience énergétique est très élevée. Et ça ne fait plus aucun sens, de nouveau, de mon avis, la réalité du terrain est probablement très différente, ça ne fait plus aucun sens de construire des bâtiments avec un chauffage actif, avec un chauffage à mazout ou à gaz aujourd'hui. Donc, les bâtiments existants, mais évidemment, la transition prend beaucoup plus de temps. Mais les bâtiments qu'on construit maintenant, les routes, les gares, il faut qu'elles soient une efficience énergétique maximale au jour d'aujourd'hui, qu'on n'utilise plus ces hydrocarbures pour chauffer. Il faut qu'on commence aujourd'hui. Donc, c'est un peu le message sur lequel j'aimerais terminer. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre attention. Et puis, je réponds volontiers à vos questions si vous devez en avoir. Merci. Merci beaucoup, Samuel. Je vais peut-être commencer par une question. Une question avant d'ouvrir la question aux différents participants.
tu as eu l'occasion d'intervenir à la COP26 dernièrement. Tu y as participé, tu as analysé les conclusions. Est-ce que quel est ton sentiment par rapport à ça, par rapport à la prise en compte du rapport auquel tu as participé, qui a servi de base en fait à cette conférence sur le climat? Une excellente question. C'est une question complexe et qui est vaste. Donc, effectivement, j'ai participé pendant 4 jours à la récente COP à Glasgow. J'ai partie de la délégation suisse. Et bon, effectivement, d'un point de vue extérieur, les conclusions ou le document final qui a été soumis paraît peu ambitieux. De fait, il l'est. Hein, c'est un document qui est peu ambitieux. Il faut simplement se souvenir que ce document est un document qui a été aussi arraché au consensus. Hein, donc, c'est vraiment des sessions plénières où il y a plus de 190 pays qui participent, avec chacun leurs agendas, chacun leurs difficultés. Il faut bien se rendre compte que les îles Salomon, la Russie et le Brésil ont d'autres agendas, d'autres actualités. Et donc, c'est pour ça que, par l'essence même du processus, hein, qu'un processus où tout le monde va au chapitre, un processus dans le cadre des Nations Unies, on ne peut pas arriver à des décisions qui sont extrêmement énergiques et ambitieuses. Donc c'est vraiment une avancée par petits pas qu'on connaît bien en Suisse. Hein, donc c'est vraiment une politique des petits pas. Et donc même si l'attente était énorme et puis les conclusions sont en deçà des attentes qu'on a pu qualifier d'échecs, il y a quand même des choses positives. Hein. Il y a certains aspects positifs, notamment ce qui vient d'être mentionné, c'est-à-dire que les observations scientifiques ou les conclusions du rapport du GIEC ou des rapports du GIEC, je dirais, sont vraiment prises au sérieux, maintenant sont au centre des discussions. Donc, il y a vraiment une prise de conscience par les politiques de l'importance et de la valeur de l'observation scientifique. Donc, ça a été répété maintes fois. Puis même si les projections pour les réductions de gaz à effet de serre sont moins ambitieuses que ce qu'on pensait, on est de nouveau sur une trajectoire qui devrait limiter l'augmentation des températures à 2 degrés, ce qui, d'un point de vue scientifique, est ce qu'il faudrait atteindre. Pour autant, évidemment, que les pays réduisent, parce qu'évidemment, c'est non contraignant, hein, c'est un accord qui est non contraignant, donc les pays, les différents acteurs font un petit peu ce qu'ils veulent, ils se font juste un peu taper sur les doigts en fin de compte. Donc, il faut vraiment que ce soit contraignant puis que tous les pays jouent le jeu. Mais si tous les pays jouent le jeu et que l'ambition affichée va être réalisée, je rappelle peut-être il y a 7 ans, hein, juste avant Paris, on était sur une trajectoire de plus 4 degrés. Là, maintenant, malgré, comme je disais, le manque d'ambition, on est à plus 2. Donc, il y a déjà, je trouve, une amélioration significative. Merci. J'ouvre les questions publiques. Je vous propose, si vous voulez poser une question, d'allumer votre caméra et d'allumer votre micro, en tout cas d'allumer votre micro et de poser votre question directement, éventuellement de lever la main. Et puis, si vous ne sentez pas, de poser les questions directement dans le chat. Non. Christiane? Oui, moi j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans l'Antarctique? C'est si difficile. Ah ouais, c'est difficile. Les conditions logistiques sont compliquées. C'est vraiment des terres qui sont loin de tout, hein, donc il faut plusieurs jours de navigation pour y accéder. Les conditions climatiques sont compliquées. Pour y aller en bateau, pour y aller en avion, c'est très compliqué. Il y a personne qui habite, hein, contrairement à l'Arctique où il y a des populations indigènes qui habitent en fait, depuis toujours. On a vraiment des réseaux de stations météo qui existent. En Antarctique, personne n'y habite. Il y a quelques scientifiques qui y passent l'hiver, un peu plus en été. Et donc, ça reste un continent qui est très mal connu et très mal documenté, mais principalement pour des raisons historiques et logistiques. Mais les scientifiques peuvent considérer toute cette zone comme non évaluée dans l'évaluation globale de la planète. Je ne dirais pas qu'elle est non évaluée, je dirais que le recul, vraiment sur le reste, notamment dans l'hémisphère nord, on a vraiment des mesures qui sont de très bonne qualité, qui couvrent 100, 150 ans peut-être. En Antarctique, elles couvrent peut-être 20 ou 30 ans.
Pour le moment, c'est très difficile d'attribuer le réchauffement éventuel de l'Antarctique aux causes humaines parce qu'on n'a pas suffisamment de recul pour le documenter. Mais maintenant, on peut documenter l'augmentation des températures par satellite, etc. Donc c'est vraiment maintenant aussi une région qu'on connaît mieux, mais évidemment pas aussi bien que le reste du globe. Merci. Peut-être j'ai une autre question si personne... je ne veux pas prendre la parole, hein, mais combien produit de CO2 un homme durant sa vie? Bonne question. Je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Je pense que ça dépend où il habite déjà, hein, je dirais. En beau vaudois, je dirais que ça dépend. Mais je ne sais pas. Ça dépend de ses activités. Il y a des émissions de CO2 qui sont directement reliées au niveau de richesse. Hein. Donc, ça dépend où il se trouve. En fait, c'était ma question, peut-être je n'ai pas été très claire, c'est hormis les activités humaines, simplement le fait de respirer et d'expirer. Donc, ma question, c'est aussi, on voit l'augmentation des gaz à effet de serre liée à toute une panel d'activités de production, transport, mais le nombre aussi d'hommes ayant tellement augmenté sur la Terre, hein, on est bientôt 8 milliards. Rien que si on prend que ce chiffre-là... c'est une influence complètement négative par rapport aux activités industrielles. Donc, ça n'entre pas en ligne de compte. Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, le système terrestre à la surface de la Terre, sur l'océan, l'atmosphère et la biosphère terrestre, c'est plus ou moins en équilibre. Hein. Donc, il y a vraiment des échanges gazeux qui se passent tout le temps. Y compris l'homme, mais en fait, la particularité avec le CO2 qui est lié aux émissions, ou à la combustion de gaz à effet de serre, c'est qu'on rajoute ce CO2 qu'on a auparavant puisé à l'intérieur de la Terre, donc il n'était pas parti de ce système superficiel. Donc vraiment, nous, on ne fait que échanger du carbone. Par contre, la combustion d'énergie fossile, elle rajoute toujours du carbone qui avant n'y figurait pas. C'est pour ça qu'en fait, on a ce réchauffement qui se produit de manière aussi dramatique. Moi, j'aurais une petite question juste de compréhension sur les chiffres. Toute la deuxième partie, à partir du moment où vous avez ce graphique qui distingue les émissions directes et des émissions indirectes, toutes les données sur le bâtiment, sur le canton de Vaud, sur la Suisse ne prennent que les émissions directes. Ouais, c'est juste. Ouais, donc, il y a une grande partie des émissions en Suisse indirectes, vraiment, comme j'ai dit, une particularité de la Suisse, mais alors après, effectivement, les graphiques qui sont après, c'est les émissions directes. Donc, par exemple, les émissions qui sont liées au transport, c'est uniquement lié à la combustion d'essence ou de pétrole et pas lié à la fabrication des voitures, par exemple. Parce que typiquement, sur cette question du chauffage, il y a de plus en plus de chercheurs, particulièrement, il y a un article de Guillaume Habert qui est sorti ces derniers mois, ou qui montrait qu'en fait, sur certaines rénovations, l'énergie grise de production du nouveau système de chauffage et de toute l'isolation, donc de toute qui sont des matières qui sont encore aujourd'hui, l'XPS typiquement assez consommateur en énergie et émetteur de CO2, en fait émettait plus de carbone que les gains qu'on arrivait à faire pendant toute la durée de vie du bâtiment. Et donc c'est vrai que là on voit que l'industrie augmente ses émissions en même temps que le chauffage, les logements diminuent. Est-ce qu'il y a une corrélation parce qu'on a produit énormément d'EPS et d'XPS pour isoler nos bâtiments et donc du coup ça crée des émissions. Il y a des effets comme ça. Et c'est vrai que la consommation actuellement, en tout cas dans le secteur de la construction, est très peu prise en compte dans les bilans, de plus en plus. Francine, tu vas me corriger, mais c'est une partie un peu obscure. Alors, effectivement, le bilan le bilan écologique ou l'empreinte écologique doit être prise dans sa globalité. Moi, alors, je connais évidemment pas les réalités ou les détails de ce que vous venez de dénoncer, mais je pense qu'à long terme, je veux dire, ça vaut quand même la peine. Peut-être que ces matériaux qu'on produit maintenant émettent beaucoup de CO2, mais l'impact sur le long terme, notamment sur la réduction de l'énergie liée au chauffage, aura un effet bénéfique. Donc, peut-être à court terme, il y a un effet qui est peut-être délétère ou nul. Hein. Peut-être que ce qu'on arrive à gagner en isolant mieux les bâtiments, c'est ce qu'on émet en plus en produisant ces matériaux. Mais sur le long terme, ces matériaux, on produira moins parce qu'il y en aura peut-être moins besoin pour isoler les bâtiments parce qu'ils seront déjà isolés. Donc, je pense que sur le long terme, c'est quand même un avantage ou un aspect positif d'isoler mieux les bâtiments existants.
Je pense que moi, j'ai loupé un bout parce que j'ai un problème de micro et de caméra. J'imagine que Raphaël t'a parlé justement de ces 68%, je ne sais plus, d'émissions indirectes, hein, c'est plutôt là qu'il faudrait regarder. Et puis, comme on dit que le countdown est à 2030, je pense qu'effectivement, le long terme, ce n'est pas la peine de le regarder. Il faut couper le chauffage maintenant. Donc, justement, notamment dans les bâtiments qu'on construit à l'heure actuelle, donc le neuf, hein, mon point de vue, c'est vraiment des bâtiments qui devraient avoir un chauffage passif et plus de chauffage actif. Je ne sais pas si on utilise le même terme en français, hein, active heating en anglais, donc le chauffage à mazout ou à gaz. Oui, mais même aussi toute l'énergie grise qu'on a besoin pour avoir plus besoin de chauffer. D'ailleurs, je vous invite à regarder un rapport qu'a fait le bureau d'ingénieurs S3 à Zurich pour une Siedlung clé de Fickert, architecte, où ils ont construit la moitié en double flux et l'autre moitié en simple flux. Et on voit qu'en fait, en consommation, c'est égal, mais qu'il y a une dépense d'énergie grise énorme pour avoir construit le double flux. Vous avez qu'à taper S3 à Foltern 126 sur Google et vous trouvez ces graphiques, c'est hallucinant. Voilà. Merci. Peut-être juste pour réagir au niveau de l'énergie grise, la SIA a édité il y a maintenant, depuis 10 ans, la SIA 2040 qui considère que pour les bâtiments, il faut prendre en compte d'une part l'énergie d'exploitation, l'énergie grise des bâtiments, donc l'énergie qui est nécessaire pour construire, et aussi la mobilité qui est liée à l'emplacement du bâtiment. Ça, c'est un point. Dans le cadre de la stratégie, ou disons dans l'objectif zéro émission nette du Conseil fédéral, l'ensemble des acteurs qui se penchent sur ces questions-là sont tout à fait conscients que l'énergie grise des bâtiments ou l'industrie de construction, de fabrication des matériaux de construction est, disons, le secteur qui a le plus grand enjeu. Parce qu'on sait théoriquement avoir une mobilité qui est très, très proche de zéro, même si elle n'y est pas encore. On sait construire des bâtiments qui consomment très peu d'énergie. Par contre, on ne sait pas encore avoir des matériaux qui ne nécessitent que très peu d'énergie pour être construits. Voilà. D'autres questions? Moi, j'avais une question. Déjà, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. J'avais une question sur l'évolution des puits de carbone et le risque lié justement au réchauffement qui va avec les acidifications des océans et leur capacité de moins en moins grande à absorber le CO2 et un peu votre ressenti, vos espoirs ou pas concernant la captation de carbone. Alors, c'est deux excellentes questions. Donc, comme je l'expliquais au début, il y a deux puits principaux, donc le puits océanique et le puits de la biosphère terrestre. Donc, ils continuent à absorber du carbone, mais moins que ce qu'on pourrait s'imaginer en regard de nos émissions très rapides de gaz à effet de serre. Donc, je pense donc la biosphère terrestre et l'océan vont continuer à absorber du carbone. Hein. Donc, tous les modèles montrent que ces puits, la capacité de ces puits va augmenter. Évidemment, avec des effets qui peuvent être délétères, dont celui que vous parlez, de l'acidification des océans. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, ouais, et l'effet, quelque part, est plutôt positif pour la biosphère terrestre. Hein. Plus il y a de CO2, plus les végétaux peuvent se développer. Donc, il y a plutôt des effets positifs strictement pour le CO2. Après, les changements du régime hydrique a des influences négatives sur la biosphère terrestre, mais l'augmentation de l'absorption de CO2 par les océans et de chaleur aussi. Hein. Il faut savoir que l'océan absorbe 25% des émissions de CO2, mais 95% de la chaleur justement émise dans le cadre du réchauffement climatique. Et ben, cette absorption-là a des effets délétères sur les écosystèmes océaniques, que des conséquences dramatiques, enfin délétères. Alors maintenant, concernant la captation, c'est aussi une question très intéressante. Donc, tous les modèles climatiques dont je vous ai parlé, une projection
du réchauffement ou de l'augmentation des températures dans le futur part du principe qu'il y aura des technologies efficaces pour l'absorption du CO2, qui soient géologiques, océaniques, etc., donc, qui sera efficace à grande échelle en 2030. On n'y est vraiment pas du tout, hein, donc il y a énormément de recherches et de moyens qui sont investis dans cette optique-là, à trouver des solutions pour capter ce CO2 qui est dans l'atmosphère. Vous avez peut-être vu, à titre d'exemple, hein, donc c'est pas une critique, mais ClimateWorks, donc une entreprise suisse qui a pour le moment le vent en poupe, hein, qui arrive vraiment à extraire le CO2 de l'atmosphère et après l'injecter dans le sous-sol, si vous voulez, qui construit des usines. La quantité de CO2 qu'ils arrivent à capter en une année correspond à 1 seconde des émissions de CO2 au niveau global. Donc, comme je disais, on est encore loin du compte. Beaucoup de recherches sont faites. C'est très, très complexe. C'est coûteux. Et puis, à l'heure actuelle, il n'y a vraiment pas de technologie qui émerge en termes d'efficience. Donc, je pense que de compter en 2030 de pouvoir capter du CO2, c'est un peu illusoire. Ce que font beaucoup, et ce que fait aussi beaucoup la Suisse, hein, ce que je regrette à titre personnel, c'est de miser beaucoup sur la compensation. Donc, de payer ou de donner de l'argent sous couvert, par exemple, d'aide au développement, hein, d'aider certains autres pays à diminuer leurs émissions. Donc, d'un point de vue d'aide au développement, évidemment, c'est excellent. Mais je veux dire, payer les autres pour réduire leurs émissions pour que nous, on puisse continuer à en émettre. Et non, ça pose des questions éthiques. Mais au niveau de ce qu'on appelle Capture and Sequestration, donc CAS, c'est des technologies qui ne sont pas du tout abouties à l'heure actuelle. Et du coup, c'était aussi un petit peu vers ça que je voulais tendre. C'est pourquoi est-ce qu'on continue aujourd'hui alors qu'on est à 9 ans de 2030 et que pour un déploiement industriel qui serait nécessaire pour respecter les hypothèses de calcul, pourquoi est-ce qu'on continue de les prendre en compte? Ou pourquoi est-ce qu'on ne reporte pas cette prise en compte à 2050 c'est pour pas se faire peur? Ou il y a un consensus, il y a quelque chose qui est derrière international qui définit ça? Alors, je pense que les gens sont très optimistes sur le développement industriel et scientifique, comme il a pu l'être dans le cadre, je pense, de la condition sanitaire. Donc, les gens ont confiance pour certaines choses, hein, les gens font confiance aux ingénieurs et aux scientifiques, pour d'autres moins. Et donc, il y a une foi complètement disproportionnée qui est investie maintenant dans ces technologies-là qui n'existent pas. Ouais, je sais pas. Donc, je veux dire, si on regarde un petit peu la stratégie de la Suisse pour diminuer, enfin, déjà, pour répondre à votre question, il faut éviter d'en émettre, hein, c'est beaucoup plus simple, comme ça, on n'est pas obligé de l'absorber. Et de deux, c'est vrai que c'est un peu schizophrène parce qu'on compte beaucoup sur ces technologies à l'horizon 2030, donc c'est demain, alors qu'elles ne sont pas du tout abouties et développées. Donc, c'est plutôt un peu un wishful thinking. On espère que la technique pourra nous sauver pour qu'on puisse continuer à vivre comme on le fait. Donc, c'est évidemment une vision assez confortable des choses, mais qui n'est pas en adéquation avec les connaissances scientifiques. Moi, j'aurais une question. Merci pour la présentation très intéressante. J'ai l'impression, je suis peut-être un peu naïf comme architecte, mais que dans le bâtiment, que ce soit sur les énergies grises, les énergies d'exploitation et la mobilité, on a déjà un mouvement qui est amorcé vers des solutions. Et moi, je suis choqué tous les jours de réaliser, notamment en Suisse, à quel point dans la mobilité, je parle vraiment de la voiture individuelle, on est encore non seulement loin du compte, mais quand on voit qu'on est le pays où, disons, le véhicule le plus vendu, c'est du 4x4 et du SUV, comment vous expliquez que dans ce domaine-là, on soit encore aussi loin d'avoir amorcé même une conscience collective et de la nécessité de changer? Je pense que la conscience, elle existe en fait. C'est peut-être pour dédouaner les scientifiques que je vais dire ça, hein. Je pense à un manque de courage politique. Et je pense que c'est cet argument-là qui a fait, donc de nouveau, c'est une interprétation, une analyse personnelle, je pense que c'est cet argument-là qui a fait capoter la votation sur la loi sur le CO2. Donc, les Suisses restent très attachés à la mobilité individuelle, restent très attachés à la voiture,
Et donc, en fait, l'énergie qui est nécessaire à faire fonctionner ces véhicules et reste bon marché, ben, je pense qu'il n'y aura d'évolution significative. Donc, ils ont beaucoup parlé de taxes, il faut parler plutôt d'incitation. Et il est vrai que, dépendant d'où on habite, hein, si on habite aux périphéries, notamment dans les régions de montagne, ben, on est dépendant de la voiture. Par contre, en ville, c'est plus le cas. Et je pense que c'est très clairement un manque de courage politique. La voiture étant, pas uniquement en Suisse, hein, mais en Europe, je dirais, sacralisée et touchée à la bagnole, comme si on peut dire. Et les politiciens continuent à penser que c'est un suicide politique. Il y a quand même des initiatives, par exemple, à la ville de Lausanne, hein, qui a pris des décisions très courageuses. On verra si elle arrive à s'y tenir, hein, l'interdiction des véhicules en voiture thermique en ville en 2030. Donc, de nouveau, c'est demain. Je parle des infrastructures. Si on veut atteindre ces objectifs en 2030, ben, les voitures, il faut les changer aujourd'hui. Les gens qui achètent une nouvelle voiture, ben, au principe, ben, on ne devrait plus permettre, je veux dire, d'un point de vue strictement du contexte des émissions de CO2, on ne devrait plus permettre de vendre des voitures qui ont des consommations élevées de carburant, dont ceux que vous venez de mentionner. Mais je pense que c'est vraiment uniquement un contexte politique avec des lobbies qui sont très forts, et puis des lobbies, que ce soit industriels ou politiques, qui font que c'est pas thématisé plus. Mais vous pensez que c'est le lobby, parce que moi je comprends l'explication politique derrière le prix de l'essence, mais comment expliquer qu'aujourd'hui le véhicule à la mode, le véhicule le plus vendu en Suisse, c'est une Jeep? Ça, c'est pas politique. Il y a aussi un gros travail à faire là derrière. Enfin, alors que dans le logement, habiter un habitat écologique, etc., le biofarming, n'importe quel autre thème devient le thème à la mode. Dans la mobilité, on fait l'inverse. Le Ouais. véhicule le plus à la mode, c'est le plus polluant. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours pensé en fait, peut-être que la participation à la COP m'a un petit peu ouvert les yeux. Moi, j'ai toujours pensé que c'était en fait un manque d'information aussi de la part des scientifiques. Il fallait informer, expliquer, etc. de plus en plus, que ce soit pour les voitures ou bien l'augmentation des gaz à effet de serre. Et je me rends compte, en tout cas au privé, que les politiciens de tous bords comprennent très bien les enjeux, comprennent l'urgence, mais personne veut ou ne peut agir parce qu'on considère même à gauche, aussi bien à gauche qu'à droite, que ces mesures sont impopulaires et on ne veut pas toucher à ça. Mais je vous rejoins complètement, hein, je suis d'accord que c'est complètement schizophrénique. Les solutions, elles sont là, elles sont faciles sur le papier, elles sont très faciles à mettre en œuvre, mais on ne le fait pas. Moi, j'ai un complément alors pour la voiture. Je vous invite à lire le livre de Nicolas Meunier qui s'appelle L'arnaque de la voiture propre, qui montre que justement aussi les réglementations ne comptent que les émissions des gaz d'échappement et pas du tout de nouveau l'énergie grise. Et c'est pour ça qu'on construit des SUV semi ou des gros véhicules semi-électriques, parce que l'électricité, pour fabriquer une voiture électrique, on n'a pas de mesure. Et alors que les petits véhicules, d'après ce que dit le livre, comme on n'arrive pas à se payer l'électricité avec, ça coûte trop cher, et ben on les supprime même de la fabrication. Alors, je ne sais pas ce que vaut ce livre, mais en tout cas, je vous invite aussi à le lire et à vous faire l'avis là-dessus, votre avis là-dessus. Et puis une autre question, qui rejoint tout à fait ce que tu dis. On laisse croire à tout le monde que l'électrification de nos flottes automobiles sera possible dans les temps, alors qu'il faudrait trouver des solutions pour quitter le nucléaire en plus. Et d'un autre côté, on a l'impression on parle déjà de blackout dans 5 ans sur une consommation actuelle ou sur un pronostic qui ne prend pas vraiment en compte le fait que si on voulait vraiment respecter l'accord de Paris, on devrait passer complètement sur des batteries et on n'a pas. En fait, ça paraît de toute façon impossible. Moi, rien que l'énergie grise d'une voiture électrique, finalement, elle est déjà largement catastrophique et elle démontre que ça ne fait pas vraiment partie de la solution. Peut-être pour certaines situations géographiques périphériques comme en montagne où ce sera pas possible de faire du transport public, mais on subit aujourd'hui l'étalement urbain et toutes les contraintes de mobilité qu'il induit.
qui sont aussi les conséquences de l'automobile même, mais on voit que, enfin, moi, ça me paraît même plus possible d'avoir une solution, en fait. Je pense que les solutions, elles existent. Hein, et je pense qu'elle va la peine d'être testée. Hein, je veux dire, on n'a même pas essayé. On essaye trop timidement. Je pense que les solutions, comme je disais, des solutions, je ne dis pas que ce soit nécessairement les meilleures, mais des solutions existent. Mais personne ne veut vraiment essayer de les impliquer. Je veux dire, en Suisse, le processus démocratique a montré que les gens n'étaient pas prêts. Donc, effectivement, il faut un changement de mentalité, il faut un changement du cadre législatif. Ouais, qui est compliqué à mettre en œuvre, hein, c'est clair. Et puis, comme je dis toujours, il y a une dichotomie complète entre le mandat politique, hein, qui dure 3, 4, 5 ans, et puis les mesures à prendre qui se font sur la durée, sur l'échelle de 10, 20, 30 ans. Et puis, le politicien, évidemment, il veut bien faire son travail, il veut réussir son mandat, mais il veut aussi se faire réélire. Et donc, il veut prendre des mesures qui sont visibles à court terme. Et là, c'est des mesures qui sont visibles à long terme, qui sont peut-être perçues de manière négative, en tout cas dans un premier temps. Et donc, les gens, c'est vraiment un manque de courage politique, quoi. Et puis, une dichotomie entre les intérêts politiques d'un côté et puis les investissements à long terme qu'il faut faire de l'autre côté, notamment de la problématique climatique, hein, mais ce n'est pas la seule problématique qui a ce problème-là, ou cette singularité. Merci beaucoup. Je vois l'heure qui avance. Je prends une dernière question. Monsieur de Buren, vous avez activé votre caméra, vous avez une question? Je n'ai pas une question concrète, mais peut-être pour répondre un peu au désespoir de Monsieur de Courten. Je pense qu'en tout cas, moi, je fais partie d'une génération d'architectes qui se posent ces questions depuis qu'on en est conscient, donc bientôt 15 ans pour ma part, je dirais. Et je pense que oui, il y a des solutions, mais je pense qu'il faut penser au-delà des solutions techniques. Enfin, je pense que c'est une évidence que ce n'est pas la technique qui va nous sortir de ce problème. Et moi, je travaille beaucoup sur des réflexions sur réinventer des manières de vivre, repenser des manières de vivre dans un monde qui va de toute façon se transformer de manière radicale dans les décennies à vivre et qui se transforme déjà de manière radicale au présent et qu'il faut voir vraiment au-delà de l'aspect changer le chauffage et isoler les maisons et construire avec des matériaux moins polluants, quoi, et rouler en voiture électrique. Enfin, c'est sûr que ce n'est pas ça la solution, quoi. Mais je pense qu'on a un travail énorme à fournir en tant qu'architecte et je pense que, en tout cas moi, autour de moi, je vois beaucoup d'architectes de notre âge qui sont à fond là-dedans, quoi, et qui ont des propositions très intéressantes. Si je peux me permettre, je vous rejoins tout à fait. Hein, et je pense que c'est pour ça que je dis que le domaine de la construction, au sens large, les architectes en particulier ont un rôle très important à jouer. Aussi dans la réglementation, hein, et l'établissement des normes. Vous dites la solution, évidemment, il n'y en a pas qu'une. Hein. Donc, la solution, elle passe aussi bien par des améliorations techniques, comme une meilleure application de la capture de CO2, mais évidemment aussi par un changement de comportement et de nos habitudes, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient notre mode de vie en général. Donc, c'est vraiment un tout. Hein. On ne peut pas dire « Ah, mais la voiture électrique va sauver le monde. Une augmentation de l'efficience thermique des bâtiments va nous permettre… » C'est un tout. En fait, il faut tout ça en même temps. Et évidemment, ces solutions, il y en a qui sont bonnes, qui sont faciles à mettre en œuvre et qui sont prêtes à l'heure actuelle, puis d'autres qui pourront être mises en œuvre plus tard, dans un avenir un peu indéfini. Hein. Donc, les architectes ne portent pas l'unique responsabilité sur leurs épaules, mais ont un rôle très important à jouer dans cette perspective. Merci.
Il y a Christiane aussi qui a une question. Mais peut-être moi, je voulais juste rebondir parce qu'on a justement préalablement invité une association pour la promotion des comportements durables lors d'une conférence, donc toujours dans ce cadre du cycle de conférences qui s'appelle Transition, qui a eu lieu le 14 juin. Et puis, il y a le compte-rendu et la conférence en lien sur le site internet de la SIAVO. Et c'est vrai que là, c'était donc des psychologues sociaux qui parlent de sciences comportementales et qui s'invitent dans les entreprises pour essayer justement d'inciter aussi les changements comportementaux. Et évidemment, là, c'est la responsabilité aussi de chacun et pas que du politique. Je pense qu'on doit tous se sentir évidemment concernés au quotidien, quoi. C'est clair. Voilà, c'était juste voilà, pour vous inviter à regarder cette conférence si ça vous intéresse. Je vais prendre ça comme mot de la fin. Merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup, Samuel, pour cet exposé passionnant. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et puis, je vous souhaite pas un bon retour chez vous, puisque vous êtes probablement déjà chez vous, et une bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.